Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Tous les mercredis, je vous propose de faire un pas de côté. On va dans les coulisses des startups qui nous préparent les innovations de demain et ces technologies qui modifient nos usages. Alors aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à l'écosystème qu'on appelle Voice Tech. Donc ce sont ces technos qui misent sur les échanges oraux. À la manière d'un Clubhouse dont on parle de plus en plus en ce moment, ce réseau social qui investit le champ des échanges vocaux. Alors tout cela sera décrypté dans la séquence Launchpad avec Marwan Elfites dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on s'intéressera toujours côté coulisses au métier des développeurs. Combien sont-ils rémunérés en moyenne? Quelles sont leurs formations? Où se cachent les meilleurs talents? Comment les attirer aussi et les recruter? On peut dire que c'est une spécialité en tout cas qui ne connaît pas la crise a priori. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. On verra quels sont les jeux vidéo qui rapportent le plus à l'industrie avant de conclure par une innovation qui permettrait d'utiliser son smartphone comme un vrai PC. Alors de là à le remplacer totalement, c'est la question que je poserai à Cécilia Sévry. Mais d'abord, donc place au Launchpad. C'est parti pour le Launchpad qui est notre séquence de découverte des startups françaises côté coulisses. On en parle avec Marwan Elfites qui est responsable des programmes au sein le plus grand campus de startups d'Europe, Station F. On va aujourd'hui donc s'intéresser à l'activité autour des technologies vocales. Et on en parle parce qu'il y a une mise en lumière extraordinaire en ce moment qui est faite par le réseau social ou grâce au réseau social Clubhouse. Donc Clubhouse, pour rappel, réseau social basé sur l'audio qui va un peu être la fusion entre LinkedIn et des panels, des conférences qui fonctionne. En tout cas, il y a un buzz assez fort, même s'il est limité à un petit microcosme aujourd'hui. Parce que vous vous connectez, en tout cas en France, à Clubhouse, vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs qui vont faire des conférences sur cette thématique. Mais en tout cas, alors c'est vrai que c'est parce que aussi ça fonctionne par cooptation. Voilà. Il faut avoir une invitation et il faut être sur iOS. Exactement, et un fonctionnement un peu élitiste, mais qui fonctionne pas mal, en tout cas, qui donne envie de découvrir l'application. Alors Clubhouse, c'est révélateur de différentes choses. Il y a beaucoup de sujets derrière ce phénomène. La stratégie d'acquisition, on parle passionnante, qui rappelle un peu Facebook à ses débuts. Le time to market, aussi fascinant, on est tous aujourd'hui dans un manque de lien social, de réseautage, et Clubhouse vient combler un peu ce besoin-là. Et puis troisième chose, surtout, et c'est là où on va se focaliser, la voix. Ce réseau social ne fonctionne uniquement que sur la voix, ce qui est assez fascinant. Oui, on retrouve la magie de l'imaginaire autour de la voix. Alors, ce qu'on appelle la voice tech, je l'ai dénommé comme ça, mais je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que ça regroupe? C'est très très large. C'est l'ensemble des technologies autour de la voix, l'ensemble des technologies vocales. On va retrouver derrière des solutions d'infrastructure pour construire ces assistants vocaux, par exemple, mais aussi des solutions de création de contenu audio, justement, notamment les podcasts, comment je les distribue, comment je les crée simplement. Des solutions aussi d'analyse de la voix. La voix, c'est un ensemble de données qu'il faut aussi pouvoir comprendre et analyser. Donc c'est un spectre assez large. Et surtout, ce qui est fascinant derrière cette réflexion sur la voix, c'est le changement de paradigme dans notre interaction par rapport à la machine. Il y a eu différentes interactions ces dernières décennies, à travers le clic, notamment avec la souris, à travers les écrans tactiles, où on est passé dans une consommation d'applications. Et aujourd'hui, se pose la question sur la voix. Est-ce que la voix n'est pas cette prochaine interface qui va être assez mainstream pour tout le monde? Qu'on explore avec les assistants vocaux depuis quelques temps. Et selon vous, c'est vraiment un sujet clé aujourd'hui? Un sujet clé, les assistants vocaux, on parle de centaines de millions d'utilisateurs mensuels sur les Google Home, sur les Amazon Alexa par exemple. La Voice Tech à Station F, elle est présente? Elle est présente, elle est déjà là, donc on regarde. Et ce que j'aime, c'est voir comment un phénomène assez macro sur le marché de nouvelles technologies s'exprime sur le campus à Station F auprès de jeunes startups. On a à peu près plus d'une dizaine de startups qui sont autour de la voix, c'est-à-dire dont le business premier se fait autour de la voix sur différentes thématiques. Alors, je ne vais pas vous pitcher les 12 startups qu'on a, mais en tout cas, on retrouve des gros blocs, des ensembles. On a un premier bloc sur les infrastructures. Comment je permets à des marques, à des entreprises de construire mes assistants vocaux de manière très simple, sans forcément tout reprendre à zéro. Donc, on a des outils qui permettent de faire ça. On a Yelda, par exemple, qui est un SaaS qui permet à chacun d'avoir des outils no-code pour pouvoir construire son assistant vocal compatible avec Google, compatible avec Amazon. Ils ont par exemple des clients. Donc ça, ils le vendent à des entreprises qui ont besoin de créer des chatbots, par exemple? Chatbots vocaux. Et donc, notamment, ils ont un client, la Fnac, où vous allez pouvoir commander à la voix un produit, poser des questions sur l'état de votre livraison, sur l'ouverture des magasins, et j'en passe.
Autre exemple? Autre exemple, toujours dans cette notion d'infrastructure, on a Hello My Bot qui permet de construire des solutions omnicanales. Alors pour adresser ses clients sur tous les canaux, l'écriture, donc des chatbots par exemple, via WhatsApp, via Messenger, mais aussi continuer la conversation avec eux avec des appels automatisés. Donc notamment, ils ont un client, Accor Hôtel, vous allez pouvoir réserver des chambres uniquement par la voix. Vous pouvez vous arrêter là, mais si vous voulez aller plus loin et avoir des détails, avoir des photos sur les chambres, vous allez pouvoir continuer la discussion sur Messenger. Donc à pouvoir engager du coup ses clients via la voix, et donc clients et aussi prospection. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est en forte progression grâce aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, j'imagine. Forcément, on parle d'AI conversationnel derrière à chaque fois. Ouais. Encore une histoire, je sais qu'il y a chez vous Rumble Studio. Oui, alors les podcasts, tout le monde connaît, tout le monde les écoute, c'est vraiment un média qui se retrouve partout, mais c'est pas accessible à tous, il faut pouvoir les produire. Ouais. Produire un podcast, ça coûte cher, il faut des moyens, il faut du temps, et en général, les grandes entreprises fonctionnent avec des agences finalement. Alors comment on arrive à démocratiser ça? Rumble Studio permet finalement de donner un outil qui va vous permettre d'automatiser la chaîne de création. Donc lorsque vous créez un podcast, il vous faut des invités. Là, vous allez pouvoir générer des invitations uniques, et vous allez pouvoir aussi finalement enregistrer de manière automatique vos invités avec une machine qui va poser les questions à votre place. La solution va aussi permettre d'éditer l'audio et de pouvoir le publier. Donc oui, ça veut dire que c'est vraiment un marché qui est en train de devenir mature quand vous me parlez d'automatisation. Mature, et on trouve différents blocs. L'infrastructure, on va retrouver la création de contenu, on va retrouver aussi l'analyse du coup de clients à travers des interviews qu'on va pouvoir analyser, retranscrire aussi. Alors la voix, moi ça me fait penser à la radio. Et quand je pense à la radio, je pense notamment à Radio France. Vous avez des travaux aussi qui sont menés de ce côté-là au sein de la French Tech Central, du projet French Tech Central. Oui, la French Tech Central qui est du coup la présence de la French Tech à Station F qui va faire ce lien, ce pont entre les services publics et les startups du campus. Notamment, ils communiquent pas mal sur des initiatives de Radio France, sur leur initiative d'Open Innovation Sandbox, où Radio France travaille avec des startups assez jeunes sur certaines problématiques liées à la radio. Qu'est-ce qu'on voit émerger? Ils sont encore en phase de recherche pour l'instant. Les startups que j'ai citées peuvent tout à fait postuler, mais l'idée c'est de trouver des startups qui vont pouvoir analyser la donnée grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir créer des contenus innovants automatisés. Et pour les entrepreneurs, c'est vraiment un secteur qu'il est intéressant d'investir? Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pouvoir se focaliser sur des solutions très verticalisées sur la voix pour faire face à des concurrents assez génériques. Je parlais des assistants de Google et Amazon. Comment j'arrive à créer des assistants vocaux sur des domaines mais vraiment niche, la médecine. On peut les concurrencer aujourd'hui, ces géants, en étant hyper spécialisés. En étant hyper spécialisés, effectivement, en s'adressant à une niche et à un certain secteur. Et puis il y a aussi pas mal de champs encore à explorer, notamment proposer des services tiers. Comment j'analyse, par exemple, mes assistants vocaux? Est-ce que j'ai une suite à la Google Analytics qui va me permettre finalement d'analyser l'usage de ces assistants par mes clients? Alors la Voice Tech, c'est aussi le futur, puisqu'on parlait du développement de nouvelles interfaces homme-machine, des interfaces plus émotionnelles. Hier, j'avais en plateau le représentant du groupe Dorsel qui nous faisait découvrir une expérience émotionnelle à travers la voix. Ça pose des questions aussi de frontières entre le réel et puis l'imaginaire, l'inventé totalement. Comment vous voyez les choses évoluer là-dessus? C'est un des domaines... Est-ce que ça ne peut pas être un frein aussi à l'innovation, ça? Ce trouble entre le réel et le faux. Ce qui va être très attendu, c'est la manière dont les données vont être gérées. Là, il y a une vraie attente. Et l'un des acteurs français qui a été très connu sur le domaine, qui en avait fait un de ses points de force, c'est Snips. Snips qui a été racheté fin 2019, qui axait pas mal son discours, notamment sur la gestion des données à l'antithèse finalement des GAFA qui sont assez critiqués là-dessus. Et la voice tech, c'est effectivement un des domaines de l'intelligence artificielle émotionnelle qui va comprendre pas mal de choses. Donc l'analyse des expressions humaines. On va avoir des services clients adaptés en fonction de vos comportements, à travers la voix, à travers le texte, mais aussi à travers vos émotions que vous allez laisser transparaître. Bon, plein d'enjeux à venir. Merci beaucoup Marouane Elfites, donc responsable des programmes Startup à Station F, qui nous fait découvrir cet écosystème toutes les semaines. Nous, c'est l'heure de notre talk. On reste côté coulisses, on va s'intéresser à la chasse aux développeurs. Alors dans notre talk, on s'intéresse aux développeurs, enfin en tout cas ceux qu'on cherche désespérément. C'est un marché de l'emploi compliqué pour ceux qui sont en quête de
talent. On en parle avec Benoît Binachon, fondateur et associé chez Human Partners, un cabinet de recrutement qui est dédié aux métiers et fonctions de la data et de l'IA. Et a également avec nous en visio 2 intervenants. Aude Barral, cofondatrice de Coding Game, qui est une plateforme de recrutement qui met en relation des développeurs qualifiés avec des entreprises à la recherche justement de ces talents. Et Julien Cyr, directeur des opérations en charge du développement monde des écoles Holberton. Alors Holberton, c'est une école de développeuses et développeurs informatiques qui est née dans la Silicon Valley et qui vient d'ouvrir une école en Hauts-de-France en janvier. Et puis ce sera bientôt à Laval et à Toulouse. On va commencer cette discussion en plateau avec vous, Benoît Binachon. Vous avez dirigé déjà pendant plus de 10 ans des cabinets de recrutement de cadres experts supérieurs, des dirigeants. Est-ce que c'est particulier aujourd'hui de recruter un développeur? Est-ce que c'est même un peu plus compliqué que d'autres professions? Alors ça, c'était avant, parce que ça fait... Si j'ai dit vous avez pendant 10 ans. C'était il y a un certain temps, le monde Absolument. a un peu changé. Entre les deux, j'ai fondé et dirigé une entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est votre perspective par rapport au passé. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, après une dizaine d'années dans le domaine de la data, que je fais un constat un peu a posteriori. Oui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a évidemment une explosion considérable. Alors, sous mon prisme, ou depuis mon prisme de la data et de l'IA, qui est un petit peu particulier, mais il y a une explosion considérable des besoins, encore accélérée récemment d'ailleurs par le Covid, en fait, puisque il impose une transformation, une accélération de la transformation des entreprises, la transformation digitale. Et évidemment, le moteur de la transformation digitale, c'est la data, c'est l'IA, c'est donc la transformation de l'informatique, des DSI, et c'est donc ces profils qui sont ultra demandés. Et depuis... alors, il y a eu un creux, évidemment, au tout début du Covid, mais aujourd'hui et plus récemment, depuis quelques mois, il y a à nouveau une tension phénoménale. Donc, oui, c'est beaucoup plus difficile que de recruter un directeur d'usine, si c'est ça votre question. Et peut-être parce qu'il y a des métiers qui sont nouveaux, totalement nouveaux, parfois pas évidents à appréhender, pour savoir quel est le bon profil qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Peut-être un petit passage vocabulaire sur ces métiers du numérique qui sont parfois compliqués. Donc, vous avez parlé de data, IA. Oui. Il y a les data scientists, il y a ceux qui travaillent sur le machine learning. Quelles sont ces nouvelles spécialités? Il y a un vocabulaire qui s'enrichit, qui se développe et qui est un peu confus d'ailleurs parce que les uns n'appellent pas... par le même nom, les mêmes métiers. Mais si on synthétise un petit peu, si on simplifie en tout cas, dans le processus d'élaboration d'un projet de transformation digitale ou de la fabrication d'un produit qui va contribuer à la transformation digitale, il y a évidemment la partie amont, on va dire un peu R&D, qui est l'élaboration de ce que tout le monde connaît maintenant, les algorithmes. Ça, ce sont les data scientists. Et puis, il y a, donc c'est plutôt des matheux, qui savent un peu coder, mais qui ne sont pas toujours très appétents à cette tâche-là. Et puis ensuite, l'obligation de passer à une certaine échelle de ces algorithmes. C'est-à-dire que quand vous avez fait quelque chose dans votre coin, potentiellement sur un papier et un crayon, il faut que ce soit à un moment donné dans une appli, et à disposition d'un grand nombre de personnes. Là, c'est ce qu'on appelle un peu les data engineers. Ce que d'autres appellent aux États-Unis, on appelle ça un peu les machine learning engineers, ceux qui arrivent à faire que ça passe à une autre échelle. Donc là, c'est des vrais développeurs, là, c'est des vrais professionnels de l'intégration de ces algorithmes dans les systèmes d'information, jusque dans votre mobile, pour que, si c'est une application mobile, pour qu'il soit utilisable. Et puis il y a des gens qui font le lien aussi entre les métiers, parce que c'est au service du marketing, au service de l'industrie, du directeur d'usine. Et ces gens-là sont, alors ils n'ont pas de nom spécifique, c'est des chefs de projet IA ou des chefs de produits IA. C'est les traducteurs, en fait, entre les matheux qui disent des choses parfois pas très compréhensibles et les métiers. D'ailleurs, c'est des chefs d'orchestre maintenant dans une organisation très on appelle ça l'agile, c'est le terme un peu horizontal ou très horizontal, voilà. Donc c'est un chef d'orchestre qui va évidemment parler au métier pour demander au directeur marketing ou à la directrice marketing ce dont il a besoin et qui va essayer de traduire ça auprès de la technique et d'orchestrer l'ensemble du projet. Peut-être un profil moins technique et plus marketing. Alors, il peut être technique, mais il doit surtout parler les deux langues. Oui, ça doit être très recherché, ça. Oui, exactement. Alors, je me suis exprimé là-dessus il y a quelques mois au Salon du Big Data, et puis il y a pas mal de réactions. Oui, c'est hyper difficile à rechercher, à trouver. En tout cas, c'est bien payé, on va dire. C'est très valorisé, parce qu'effectivement, il faut avoir à la fois des compétences de leadership, il faut aligner des gens, il faut mettre d'accord tout un tas de gens qui ne sont pas d'accord, il faut parler les deux langues, la langue du métier, la langue de la technique, il faut
coordonner des gens. Donc il y a beaucoup de compétences à la fois. Alors on parlera des salaires tout à l'heure. On va d'abord donner la parole à Aude Barral de Coding Game. Bonjour Aude. Bonjour Delphine. Coding Game, c'est, donc je le disais, une plateforme de recrutement. Vous fédérez plus de 2 millions de développeurs dans 175 pays, si on a tout bien noté de notre côté. Est-ce qu'il y a un profil type du développeur, comme ça, de par le monde ? Est-ce qu'il y a un profil type du développeur ? On vient d'évoquer qu'on est de plus en plus dans des spécialisations en fonction des verticales de métier. On demande des domaines d'expertise un peu plus pointus. On va dire que, cela dit, au niveau des entreprises, on a un profil qui se développe. C'est un profil généraliste. On appelle ça le développeur full stack, qui intervient à la fois sur le front-end, le back-end, au niveau des applications, et qui va... si possible, avoir un certain nombre d'années d'expérience et qui va probablement aussi être diplômé d'une école ou d'une université. Ça, on pourra en rediscuter parce que les cartes sont en train un petit peu d'être rebattues. Donc, ce profil type, on va dire que ça va être un peu un développeur couteau suisse qui est capable d'intervenir à plusieurs niveaux business et des applications d'entreprise. Quand je parlais de profil type, je voulais dire, est-ce que c'est plutôt un jeune homme qu'une jeune femme qui, effectivement, adore les maths, a suivi un cursus scientifique ? Sans surprise, il y a une surreprésentation masculine dans le métier, malgré les efforts qui sont faits aujourd'hui pour pouvoir attirer plus de jeunes femmes. Donc oui, le profil type, ça serait effectivement un jeune homme, 25-35 ans, donc effectivement diplômé, comme on vient de le dire, et qui a suivi, oui, un cursus scientifique ou spécifique au développement informatique. Alors comment on fait pour apporter un peu de diversité dans ces profils ? Parce que quand même, avec les nouveaux enjeux qui arrivent autour de la gestion de la data et les algorithmes, on sait qu'on a besoin aussi d'une représentativité un peu plus variée. La diversité dans les emplois tech aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur lequel on se passionne chez Coding Game notamment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir amener davantage de diversité dans son recrutement et dans ses équipes ? Il y a plusieurs vecteurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est difficile de trouver des développeurs sur ces critères très précis qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et finalement, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est de pouvoir élargir leur pool de candidatures à des profils un petit peu plus divers, un petit peu plus atypiques. Et pour ce faire, il va falloir du coup qu'ils se dotent des bons outils pour être en capacité de savoir si ces profils-là ont les compétences requises pour les postes qui sont visés. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on fait beaucoup d'études chez Coding Game. On fait chaque année des enquêtes auprès de notre communauté de développeurs. Et donc, on a environ 35% des développeurs aujourd'hui qui se disent autodidactes ou qui ont été formés par des formations courtes, des formations en ligne. Et ça rebat foncièrement les cartes au niveau de la porte d'entrée et qu'est-ce qui est le prérequis aujourd'hui essentiel pour accéder au métier de développeur. Donc ça bouge. Julien Cyr des écoles Holberton, bonjour. On ne vous a pas encore donné la parole. Holberton School, alors c'est un type de formation un peu particulier, puisque c'est une formation sur 1 an ou 2 ans qui forme des développeurs informatiques, mais sans prof, pas de cours théoriques. La pédagogie repose sur des projets. Les étudiants travaillent entre eux, c'est entre pairs qu'ils doivent trouver les solutions. Ça fait penser à l'école 42 ici en France. Alors ce modèle, on sent qu'il est adapté à cette nouvelle profession très demandée. Est-ce qu'il vous paraît nécessaire parce qu'on a un trop grand décalage entre les formations traditionnelles et les besoins des entreprises ? Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui ? Il y a 2 problèmes. La première problématique, c'est qu'on a besoin de plus en plus de personnes et que pour former des talents, il faut aujourd'hui beaucoup de temps dans les formations traditionnelles. Donc, il est important d'avoir des nouvelles formations pédagogiques qui permettent de former plus de personnes plus rapidement et de former des personnes qui soient opérationnelles directement sur le marché du travail. Donc, qui sachent utiliser les outils dont les entreprises ont besoin au quotidien, qui connaissent les technologies dont les entreprises ont besoin au quotidien, mais qui soient également capables de se former tout au long de leur carrière, car les technologies évoluent extrêmement vite. J'entendais tout à l'heure beaucoup de sujets autour de l'IA, autour des maths. Il faut aussi avoir une réalité, la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développement autour de l'IA, mais il y a aussi beaucoup de marketing, surtout autour de l'IA. C'est-à-dire que la majorité des applications qui peuvent se dire
utilisant de l'intelligence artificielle, en fin de compte, n'en utilisent pas. C'est juste des systèmes d'automatisation qui ne reposent pas sur des algorithmes mathématiques. Et du coup, en fait, la composante mathématique dans le développement logiciel, elle est importante, mais elle n'est pas aussi vitale qu'il y paraît. La majorité des ingénieurs, des développeurs ne sont pas des matheux à la base. Donc, je vais peut-être me faire un petit peu taper dessus par vos auditeurs, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas fait d'études en mathématiques peut devenir un très bon développeur et sera en capacité de développer des applications, de mettre en place des algorithmes. Après, quand on part dans des algorithmes plus compliqués, effectivement, ça devient plus scientifique. Et là, vous faites référence à cette tendance de low-code, no-code, c'est ça qui permet aujourd'hui à pratiquement tout le monde de travailler dans le développement ? Alors, il y a cette tendance. Moi, je dirais que cette tendance, elle permet d'accélérer les transformations digitales, typiquement pour des équipes marketing, d'être à même de gérer leur site web et son hébergement, pour des data scientists, d'avoir des outils qui leur permettent de faire de l'analytics en ligne, sans avoir de grandes notions de code. Effectivement, ça aide ces populations. Maintenant, ou ça aide à lancer des startups aussi, construire très rapidement des MVP, ce genre de choses. Maintenant, quand on veut rentrer vraiment dans le développement d'applications qui puissent être mises à l'échelle et répondre à des besoins critiques, il est indispensable de recourir au code encore aujourd'hui. Alors, on va revenir, Benoît, à ce problème de recrutement. Alors déjà, vous avez évoqué la question des salaires. Alors allons-y. En moyenne, quels sont les salaires des développeurs ? Voilà, en moyenne. La question qui tue. Il n'y a pas vraiment de moyenne parce qu'il y a des grandes diversités qui suivent l'évolution en fait, et la maturité de ce marché. Et l'évolution, c'est plutôt à la hausse ? Alors, il y a des fonctions à la hausse et des fonctions à la baisse. Je reviens rapidement, sans rentrer trop dans les détails, dans ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai connu la data il y a presque 20 ans maintenant. C'était le début. Il y avait très peu de sociétés qui faisaient ça. On ne parlait même pas de ces termes-là. Et puis, à partir de 2010-2012, on commençait à émerger quand même des besoins. Et là, tout le monde voulait des data scientists. En gros, des matheux qui ne codaient pas bien, mais qui avaient un niveau très élevé d'abstraction, donc des gens qui sortent de l'X, de l'ENS, de Centrale, des mines, etc. Et donc là, on les payait très cher. Alors on les payait très très cher, et ils étaient très peu nombreux, parce que les écoles ne les produisaient pas. C'est des gens qui avaient plutôt des parcours après ces écoles-là, scientifiques, parfois au CNRS, dans les universités, etc. Donc on les payait très cher. Et puis on a commencé à en produire pas mal, et surtout les entreprises qui ont eu une approche très empirique, en fait. Elles ont commencé par faire ce qu'on fait normalement plutôt à la fin, c'est-à-dire un algorithme hyper puissant. Mais sans rien pour l'accrocher. Ouais. Donc elles se sont dit, zut, il y a un problème, mais on n'arrive pas à le mettre, à l'industrialiser. Donc elles se sont réveillées en 2014, 2015, voire un peu après, en se disant il faut des data engineers, donc des informaticiens qui comprennent par contre les mathématiques. Donc sans contredire ce que disaient nos interlocuteurs, nous en tout cas dans notre prisme, et parce que c'est là qu'on recrute, on a besoin de gens qui ont fait des formations théoriques en maths qui sont assez poussées. Donc on a besoin de ces gens-là, et qui sont non seulement une assez bonne compréhension des mathématiques, mais une capacité à coder proprement et à l'échelle. Énorme pénurie, et la pénurie dure toujours, et on n'est pas prêt de s'en sortir, parce qu'en fait, là, il y a un goulet d'étranglement, on cumule plusieurs compétences à la fois, et on en a besoin de plutôt 10 fois plus que de data scientists. Donc en fait, il y a un décalage qui s'est produit, et aujourd'hui encore, ils sont très bien payés, sortant éventuellement d'écoles un peu moins prestigieuses, mais très bien payées, mieux que les data scientists. Mais, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle très bien payé ? Alors très bien payé, nous on recrute plutôt des profils seniors, donc on commence à 6, 7, 8 ans d'expérience, voire un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'à 5-6 ans d'expérience, 100 000 euros par an, en France, c'est classique, quoi. Et alors comment on fait pour aller à la chasse à ces développeurs, à ces talents, quand on est une entreprise ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument pour les attirer, ces talents ? Alors il faut déjà avoir un bon projet en fait, et tout est là. Et les bons projets en Europe, je ne parle pas des États-Unis, je pense que Julien pourrait nous en parler sans doute un petit peu mieux, mais on n'est quand même pas super à la pointe en Europe. Donc il faut avoir un bon projet. Qu'est-ce que c'est qu'un bon projet ? Alors si on parle de start-up, effectivement, il faut dire la vérité, parce qu'il y a beaucoup de start-up, c'était évoqué, qui parlent d'IA, qui ne font pas du tout d'IA. Donc bon, ça c'est le mot à la mode, qui a été remis à la mode d'ailleurs. Et bon, on élimine celle-là. Si on parle des grands groupes qui se transforment, il faut avoir un projet qui soit réellement porté par la présidence du groupe, en fait. On ne transforme pas d'un point de vue digital, et donc avec la data, qui est le moteur du digital, si ce n'est pas le PDG ou la PDG qui le décide. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont très profondément enfouis dans les organigrammes. Donc ça n'attire pas les gens, évidemment, qui commencent, il faut dire que je passe mon temps à leur dire, mais à être assez méfiants de ce type de projet. Donc il faut qu'ils soient accrochés haut, il faut qu'il y ait une DSI qui soit quand même relativement, au moins prête à se transformer, parce qu'une DSI qui n'est pas, et on intervient aussi évidemment dans ce domaine-là,
qui n'est pas prête à accueillir la digitalisation, à accueillir la data, elle bloque tous les projets. Elle empêche soit l'arrivée des données, soit le départ des insights de l'analyse des données vers les utilisateurs. Elle est clé. Avant, on s'en passait parce qu'on faisait des POC dans son coin. Aujourd'hui, on s'en passe plus. Donc, il faut que cette IT soit parfaitement mûre. Et puis, il faut qu'il y ait quand même un dernier point, un terreau global assez, pas trop hétérogène. Une société qui est très, très morcelée va avoir des données qui s'appellent pas pareil partout. Les tuyaux vont pas, les connexions vont pas se faire. Et du coup, la transformation pourra se faire que par petits endroits. Mais ça, je dirais qu'on peut faire l'impasse parce que si le CEO a compris qu'il fallait qu'il se transforme globalement, il va le faire pour que la data puisse se répandre, entre guillemets. Aude Barral, vous qui êtes en plein dans cette mise en relation aussi entre les développeurs et les entreprises, comment on fait comme ça pour attirer, créer du lien avec ces développeurs qui sont sursollicités ? Oui, effectivement, ils sont sursollicités, ils sont chassés un peu de toutes parts. Donc, on va dire que les méthodes proactives pour aller les convaincre de rejoindre une entreprise ne marchent plus forcément très bien. Ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à rentrer en contact avec eux et de leur donner envie de rejoindre votre organisation. Donc, nous, ce qu'on a demandé aux développeurs, notamment dans notre dernière enquête, c'était ce qui comptait pour eux, en fait, dans la considération d'une opportunité d'emploi. Et finalement, ce qui est ressorti en premier, ce sont les challenges techniques qui vont être en mesure de relever une fois en poste. Donc, en fait, ce qu'on va leur demander de faire au jour le jour, s'il y a un vrai intérêt pour les problématiques métiers de l'entreprise. Le salaire, très curieusement, vient en deuxième position. Et ensuite, on va avoir quelque chose qui est peut-être sous-estimé par les entreprises aussi, c'est la capacité d'opter pour de la flexibilité au travail, de permettre aux développeurs d'organiser leur temps de travail, de travailler aussi à distance, à la maison, etc. Donc, je dirais que pour une entreprise, le critère numéro 1, c'est d'abord de travailler sur sa marque employeur, de raconter une histoire, de proposer un projet qui soit à la hauteur de ce qu'attendent les développeurs qui finalement sont plus intéressés qu'on ne le croit à participer à une aventure produit, une aventure business et qu'ils trouvent du sens effectivement dans leur métier. Et alors, il faut leur demander d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Est-ce qu'on reste dans ce processus de recrutement classique avec les développeurs ? Non, effectivement, on a un petit peu dépassé ces méthodologies un peu traditionnelles de recrutement. Aujourd'hui, il faut être relativement inventif, il faut aller dans l'innovation pour arriver à recruter les profils qui vous intéressent. Et donc, notamment, ce qui se développe beaucoup et ce que nous, on met en avant chez Coding Game, c'est des méthodologies alternatives de recrutement pour entrer en contact avec ces profils. Notamment, la question de la gamification, qui est très intéressante aussi pour donner un axe un petit peu plus ludique et diversifié à une stratégie de recrutement classique qui permet de l'engagement. Qu'est-ce que c'est la gamification du recrutement ? Expliquez-nous. Alors, la gamification du recrutement, c'est de proposer une méthode de recrutement qui soit basée sur un jeu, par exemple, sur la résolution de différents problèmes un petit peu sympas et tournée autour, en fait, d'un environnement plutôt ludique qui permet aux candidats d'éviter la partie un peu rébarbative d'un entretien technique. Il faut dire quand même que quand on recrute un développeur, c'est très important de s'assurer de son niveau de compétences techniques. Mais donc, du coup, on peut arriver par divers procédés à pouvoir proposer des activités qui soient un petit peu plus ludiques. Et donc la gamification pour ça est quelque chose qui marche bien aujourd'hui et qui permet de retenir l'attention des candidats et en même temps de leur montrer une image de l'entreprise qui est un petit peu plus technophile, un petit peu plus sympa et qui leur donne envie justement de rejoindre. On va terminer avec Julien Cyr qui va peut-être donner des conseils à ces jeunes étudiants qui aspirent à devenir des développeurs surpayés. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aujourd'hui ? Je pense juste avant, pour rebondir sur ce que disait Aude, je suis d'accord, c'est vraiment l'impact, les projets qui comptent, mais c'est aussi, on a souvent tendance en France à vouloir donner une carrière de manager aux développeurs, alors que beaucoup de développeurs veulent faire un parcours technique. Oui. Et il faudrait qu'on arrive aussi à changer un petit peu les mentalités en entreprise qui permettent à des gens d'avoir une belle carrière qui soit uniquement technique, avec des salaires qui augmentent en seniorité, et pas uniquement lorsqu'ils passent sur des côtés managers qui sont extrêmement spécialisés dans une thématique particulière. Et la diversité aussi en entreprise est un sujet extrêmement important. On ne peut pas continuer à employer uniquement des gens qui me ressemblent, typiquement, parce qu'on a besoin de diversité dans les algorithmes. On a besoin que tout le monde soit représenté dans le code, parce que
dans le monde qui s'automatise et qui devient dans une intelligence artificielle, si toutes les diversités, toutes les sensibilités ne sont pas représentées, on aura un monde qui sera complètement biaisé. Et enfin, le dernier point, les soft skills, c'est un point qui est extrêmement important parce que dans une transformation digitale, dans l'intégration de compétences techniques en entreprise, c'est très important de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne sont pas techniques, sinon un projet d'entreprise n'arrivera pas à sa fin. Et pour répondre directement à votre question, qu'est-ce que je peux conseiller à ceux qui souhaiteraient devenir des développeurs? C'est tout simplement, tout le monde peut devenir développeur. Il faut que chacun arrive à se projeter dans le monde de demain, dans un monde où on ne connaît pas... on ne sait pas de quoi il sera fait, on ne sait pas quels sont les types d'emplois dont on aura besoin dans une dizaine d'années. On sait que la technologie prend le pas, qu'il va y avoir les personnes qui comprennent le code et les personnes qui subissent le code en quelque sorte. Donc il est important que tout le monde ait une certaine culture générale à ce niveau-là. Et pour les gens qui veulent vraiment partir dans acquérir ces compétences techniques, trouver les programmes qui vous conviennent. Il y a des programmes extrêmement courts qui permettent d'avoir un niveau d'introduction, comme beaucoup de bootcamp, de MOOC, de plateformes en ligne. Il y a des plateformes qui vous permettre d'apprendre en faisant des jeux et beaucoup de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Merci, je vois que vous êtes intarissable sur les conseils. Julien Cyr, donc je rappelle que vous êtes directeur des opérations en charge du développement des écoles Holberton. Merci également à Aude Barral qui était avec nous, cofondatrice de Coding Game, et Benoît Binachon qui a fait le déplacement associé chez Human Partners. Juste après la pause, on parle business dans le jeu, ces jeux qui rapportent le plus d'argent aux éditeurs. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby, société spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous allez nous détailler le type et la nature des jeux qui rapportent copieusement à l'industrie. Alors, il faut déjà caractériser le type de jeu. Il y a les jeux qui sont des nouveaux jeux, donc qui vont proposer un nouveau personnage, un nouvel univers. Et puis, il y a des jeux qui sont des suites, en fait, des franchises. Oui. Je vous le rappelle, les franchises, c'est l'ensemble des droits légaux qui permettent aux éditeurs de créer des suites ou de créer des produits dérivés à partir d'un personnage ou d'un univers. Alors, si le premier épisode a bien fonctionné, j'imagine que faire une suite pour un studio de jeu, c'est carrément le plus simple. Évidemment, parce que dans une suite, on a déjà tout un tas d'ingrédients qui font que le jeu a de grandes chances d'être une bonne recette et de faire recette. Mais c'est pas aussi simple du tout que de faire une bonne franchise, une bonne suite à un jeu qui a déjà bien marché. Et j'ai noté, on va dire, 4 points auxquels les éditeurs et les développeurs doivent faire particulièrement attention selon moi. D'abord, qu'ils soient à l'écoute. D'abord, faire attention au fait que dans la suite, la franchise apporte quelque chose, qu'elle évolue positivement et qu'elle apporte de la profondeur. C'est typiquement ce qui se passe dans la série Uncharted avec la famille Drake. Deuxième point, il faut faire attention au timing de la suite. À quel moment on va prendre de l'argent encore aux joueurs pour leur proposer une suite. Et là, on a énormément d'exemples. Il n'y a pas de règles. Typiquement, Red Dead Redemption, que le premier épisode est sorti en 2010, le second en 2018, soit 8 ans après. La série des FIFA, c'est feuilletonné tous les ans. Life is Strange, dont on a parlé dans la dernière chronique, ce qui est une histoire en 5 épisodes. Les 5 épisodes ont été diffusés durant 1 an. Donc, il n'y a pas de règles vraiment. Même Fortnite. Le jeu Fortnite, qui est divisé en chapitres et en saisons, a proposé une temporalité d'ailleurs qui n'est pas forcément très prévisible aux joueurs. Donc il n'y a pas vraiment de règles pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir cette suite-là, et c'est un élément effectivement auquel les éditeurs doivent faire attention. Troisième point, c'est évidemment anticiper les évolutions technologiques. Typiquement, Mario de 1983, c'est pas Mario de 2020. Il a gagné en finesse, on voit mieux sa moustache, son habit de plombier, etc., etc. Et enfin, évidemment, et ça c'est quand même très important, il faut que le jeu corrige ses bugs et corrige son gameplay. Corriger son gameplay, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fonction des retours qui ont été vus dans le premier épisode, corriger l'intelligence artificielle contre laquelle on peut jouer, corriger, mieux balancer globalement le jeu. Typiquement, si je prends un exemple, Assassin's Creed, mieux balancer d'Ubisoft, mieux balancer les moments d'exploration et les moments de combat, les moments d'infiltration.
Et donc ça, effectivement, ce gameplay est un point, effectivement, auquel il faut faire attention. Bref. Faire en sorte aussi que les actions soient plus facilement compréhensibles pour les joueurs. C'est quelque chose qu'on avait vu avec Célia Audan dans Fortnite. Absolument, absolument. Ça, c'est la direction artistique, c'est l'accompagnement. Comment est-ce qu'on propose des nouvelles fonctionnalités dans un univers qui est déjà connu. Effectivement, et Cécilia, d'ailleurs... Et donc là, à partir de là, le business de la franchise, c'est royal. Le business de la franchise, c'est royal, sauf qu'on peut vraiment rater des suites et des franchises. Typiquement, une franchise extraordinaire comme Superman ou E.T. ont donné des jeux, mais calamiteux. De la même manière, le jeu Ridge Racer, qui a été un jeu extraordinaire, un jeu de course extraordinaire à ses débuts, a mal géré son évolution, a mal géré son évolution technologique, a mal géré son évolution en termes de gameplay, et finalement, aujourd'hui, c'est une licence presque oubliée. De la même manière que SimCity, j'imagine que vous avez joué, comme beaucoup de personnes, à la franchise SimCity. Aujourd'hui, qui se souvient? On s'en souvient, mais qui joue aujourd'hui à SimCity? Il n'y a pas grand monde. Alors, d'accord, mais construire un jeu à partir d'une page blanche, c'est quand même un exercice beaucoup plus risqué. Alors, c'est beaucoup plus risqué, et les studios ont une parade pour ça. En fait, ils font des études, avec le principe de ce qui plaît aujourd'hui a de grandes chances de plaire demain. Ouais. Et donc, ils vont étudier tout ce qui se passe dans les App Store, dans le PSN, dans le Xbox Store, etc., pour savoir exactement ce à quoi les joueurs jouent. Regardez ce premier slide qui a été fait par la société Apani, qui détaille, entre guillemets, les types de jeux qui sont les plus téléchargés. Et donc, on va y retrouver les jeux hyper casual de puzzle et les jeux hyper casual dits ASMR, dans lesquels on va faire appel à vos sens. Typiquement, c'est les jeux dans lesquels vous peignez un cheval, vous faites de l'ébénisterie, vous faites du coloriage. Bon, il y en a plein sur l'App Store. Et donc, les éditeurs vont regarder quels sont les jeux les plus téléchargés, comme c'est sur le slide. Sur le slide suivant, ils vont aussi regarder une autre métrique qui est quels sont les jeux les plus joués en temps. Et ça va être autant d'éléments qui font que les éditeurs vont pouvoir dresser le portrait robot assez fin du jeu idéal qui plaît, que les gens attendent. Et ça peut aller très loin. On va aussi, regardez comme c'est le cas dans le prochain slide, étudier si les joueurs préfèrent jouer en landscape, en portrait ou en paysage, s'ils préfèrent les jeux 3D, s'ils préfèrent les jeux 2D. Ils vont étudier aussi les géographies, comme on le voir aussi dans le slide d'après. Quelle géographie, quel type de jeu. Et donc, quel public on va essayer de toucher, enfin les éditeurs de jeux vont essayer de toucher. Tout ça vont être autant d'indicateurs pour les studios pour essayer de préqualifier le type de jeu sur lequel ils vont investir. Alors vous allez me dire, Delphine, mais en fait les jeux nouveaux sont pas si nouveaux que ça, puisqu'on refait entre guillemets toujours les mêmes recettes. Des études en tout cas très très poussées. Donc on aura la suite de l'histoire la semaine prochaine, qu'on arrive à la fin de votre chronique, Guillaume Monteux. J'en suis navrée. Guillaume Monteux, président de Gatsby, sur ces jeux les plus joués, les jeux qui rapportent, à suivre donc la semaine prochaine. Juste après, on parle d'une innovation. Il s'agit d'un kit qui transforme le smartphone en véritable PC, ou presque. Alors demain, délaisserons-nous davantage notre ordinateur au profit du smartphone? Bonjour Cécilia Sévry. Il semble que certaines entreprises innovantes aient fait ce pari. Oui, elles font ce pari. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tout ce dont on a besoin est déjà dans notre smartphone. L'accès aux mails, à nos contacts, au cloud, à Internet, aux applications de visioconférence aussi, puisqu'on en a beaucoup besoin ces derniers mois. Tout ça est déjà accessible sur notre téléphone. Par contre, ce qui nous manque, c'est le confort d'un grand écran, d'un clavier pour se tenir droit aussi, et puis d'une souris. Est-ce qu'on est obligé d'acheter un ordinateur qui fait le même prix déjà que notre smartphone qu'on aura acheté dernière génération, qui nous a coûté quand même un certain prix? Pas forcément. Il y a des solutions, vous l'avez dit, qui émergent et qui reviennent encore aujourd'hui. Celle que je vous présente, c'est une solution irlandaise. Elle s'appelle Leaf.
Et grâce à ce kit qui a été fabriqué par cette start-up, eh bien, on va pouvoir transformer notre smartphone en PC. Il comprend ce kit un écran HD de 12 pouces, une souris et un clavier, le tout en aluminium léger et facile à transporter pour transformer à tout moment notre solution. Alors, si nos téléspectateurs comme vous suivent l'actualité du numérique, ils se rappelleront qu'on a déjà parlé d'une solution semblable française, celle de Mirabook en 2018, une solution qui n'a pas vraiment décollé, il faut le dire, et qui n'a pas transformé les usages de notre ordinateur ni ceux de notre smartphone. Donc, on va se pencher à nouveau sur cette solution irlandaise. Alors, comment celle-ci fonctionne ? Alors, ça ressemble à un ordinateur, mais en réalité, il n'y a rien à l'intérieur qui peut être semblable à un ordinateur, pas de microprocesseur, pas de carte graphique, ni même de disque dur pour la mémoire. Vous branchez votre smartphone via un câble USB et c'est lui qui va agir comme cerveau, littéralement comme processeur. Pardon, justement, comment on passe de cette interface mobile au PC ? Alors en fait, on le sait peu, mais sur la plupart des Android récents, il y a un mode qui peut transformer notre smartphone en ordinateur, qui transforme précisément l'interface mobile en interface PC qu'on peut contrôler grâce au clavier et à la souris. Une fois qu'on a activé ce mode-là et qu'on a branché notre dispositif, il y a un menu démarrer comme sur un ordinateur, un gestionnaire de fichiers. Et là, on peut avoir accès à toutes les applications, que ce soit nos mails, que ce soit même Word. À partir du moment où on les a téléchargés sur notre téléphone, on pourra avoir accès à tout ça depuis cet ordinateur improvisé. En plus de ça, si on a un ordinateur de bureau, eh bien on peut se connecter au bureau virtuel. Ça se fait beaucoup quand on est chez soi et qu'on veut se connecter à notre ordinateur bureau. Ben là, on peut le faire de n'importe où avec cet ordinateur improvisé, ce kit de smartphone transformé en ordinateur. Et quand on a fini de travailler, tout est déjà synchronisé sur notre téléphone. On n'a pas besoin de faire un transfert de fichiers. Vraiment, la base de ce kit se passe dans le téléphone. C'est lui qui va tout faire tourner. On se connecte grâce au Wi-Fi, aux données cellulaires, au Bluetooth. Donc, on peut faire ça n'importe où. Alors moi, ce qui m'inquiète là-dessus, c'est la batterie, parce que souvent, les batteries des smartphones sont Oui. faibles. Exactement. Mais alors, pour ça, ils ont tout prévu. Il y a un bouton pour recharger la batterie du smartphone avec celle du dispositif du kit ordinateur. Ce kit-là, on peut le charger à la maison avec une prise secteur et il a une autonomie de 8 à 10 heures. Donc, quand on branche son téléphone là-dessus, on peut le charger, on peut même charger d'autres appareils en fait à la base de ce kit. Donc, c'est assez pratique pour tous nos appareils qu'on trimballe avec nous. Et pour la connexion, je l'ai dit, oui. Très vite, juste une date et un prix ? Alors, dans 2 mois, ça sort, disponible en précommande sur Kickstarter, il faut le dire. C'est un projet de crowdfunding qu'on n'a pas encore testé, mais dont on a vu les images ici. Et le prix, c'est moins de 300 €. Alors, on n'a pas pu voir toutes les images, malheureusement. Bon. Merci Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.